On ne pourra pas, ça c'est sûr, continuer sur cette trajectoire exponentielle. À un moment, il y a des limites. Les limites, soit on les choisit et on fait en sorte d'atténuer les dégâts, de diminuer notre niveau de vie et de retrouver un équilibre, ça s'appelle la transition, soit on subit, ça s'appelle un effondrement. Pablo, pour commencer l'interview, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que la collapsologie? La collapsologie, c'était notre démarche d'aller voir dans toutes les disciplines scientifiques, climat, écologie, enfin, biodiversité, énergie, politique, etc. Voir toutes les disciplines qui parlaient des catastrophes et des risques sur l'avenir et des possibles effondrements. Que ce soit la bourse, les insectes, les vertébrés, le climat, les catastrophes. Et en fait, nous, on a mis tout ça ensemble et on a fait une sorte de best-of des mauvaises nouvelles du siècle. Et ça amène, quand on voit le tableau global, la possibilité que notre monde s'effondre dans les années qui viennent. Enfin, possiblement, c'est pas certain. On pourrait le vivre. C'est quoi le genre de facteurs, si tu pouvais nous donner des exemples sur lesquels vous avez en fait appuyé ces théories que voilà, il y a un effondrement qui est très probable? En fait, il y a déjà des effondrements qui ont eu lieu, qui sont en train d'avoir lieu. Je pense là aux insectes, enfin la vie dans le sol, comme j'ai dit, les vertébrés, les espèces et les populations disparaissent. On est en train de détruire la vie. Il y a vraiment un effondrement du vivant. Et ça nous coupe l'herbe sous le pied, c'est-à-dire que ça nous empêchera d'avoir un avenir radieux, de retomber sur nos pattes, d'être résilient, en fait, de vivre en équilibre avec la Terre. Donc on est juste en train de détruire ce qui est autour de nous, c'est-à-dire de s'auto-détruire. Et bon voilà, mais il n'y a pas que ça, il y a par exemple le problème de l'énergie. On dépense beaucoup d'énergie fossile pour avoir un niveau de vie absolument incroyable, c'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Et se pose la question, au rythme actuel d'extraction et de combustion ou d'utilisation des métaux rares, des terres rares, on n'en a plus que pour quelques années. Donc on ne pourra pas, ça c'est sûr, continuer sur cette trajectoire exponentielle. À un moment, il y a des limites. Les limites, soit on les choisit et on fait en sorte d'atténuer les dégâts, de diminuer notre niveau de vie et de retrouver un équilibre, ça s'appelle la transition, soit on subit, ça s'appelle un effondrement. Toi, comment est-ce que tu vois l'avenir? Je le vois ouvert, le problème de la question des possibles effondrements. Nous, on ne cherche pas à faire peur, on cherche vraiment à informer pour que les gens... Ça peut provoquer de la peur, mais c'est OK. C'est pour que les gens puissent se préparer, s'organiser. Comment je vois l'avenir? Le problème, c'est que ce genre de mots, par exemple effondrement, il est basé sur des faits concrets, réels, mais il peut provoquer un imaginaire du type Mad Max, les films de zombies, etc. Des scénarios qui obstruent l'avenir, qui aplatissent l'horizon. Et on peut se dire, finalement, tout est foutu, à quoi bon, voilà. Et ça, c'est vraiment un travail de l'ordre de l'imaginaire, de l'imagination, du cœur, de être ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble, on réfléchit, avec toujours dans la posture que c'est pas sûr qu'on y arrive. On n'a pas besoin d'attendre l'espoir. En fait, il faut plutôt du courage pour se mettre en action, et l'espoir vient en agissant. Si on se met à agir ensemble, là, il y a de l'espoir, voilà. Si on fait rien et si personne bouge, là, il n'y a pas d'espoir. Quand tu parles d'effondrement, ça veut dire quoi en fait, très concrètement, un effondrement? Imagine, je peux pas tout décrire, c'est aux auteurs, enfin c'est vraiment, en 2 minutes on peut pas le faire, mais juste imagine simplement ta vie sans pétrole. Comment tu vas t'habiller? Les habits viennent peut-être de Chine ou d'autre part, du Bangladesh, j'en sais rien. Pour se nourrir, au supermarché, c'est des camions, c'est du frigo, c'est du plastique. Voilà, juste ça. Juste imagine une vie avec plus de sécheresse l'été, des inondations l'hiver,
avec une agriculture qui peine à cause du climat et parce qu'il n'y a plus d'énergie fossile. Enfin, c'est juste... Et imagine-toi, donc j'invite tout le monde à imaginer, à reprendre une sorte de... en main son imagination, quoi, et pas attendre qu'on nous dessine toujours notre avenir. Et puis, ce que tu dis là, des sécheresses, plus d'énergie fossile, ça c'est une certitude ou c'est impossible? Non, mais c'est déjà en train d'arriver. C'est déjà. Et les tendances sont à l'accélération, à sur le climat, des événements extrêmes toujours plus fréquents et plus violents. Voilà. Les sécheresses toujours plus fortes et les inondations toujours plus fortes. C'est déjà en train d'arriver. Après, voilà, on peut projeter les choses. Et après, on peut faire l'inverse. On peut se dire, bon, d'accord, il y aura tout ça en 2050 ici, à Lausanne, en Suisse, ou à Genève, peu importe. D'accord. Déjà, l'accepter, c'est une grande étape. On va se retrousser les manches et on se dit, bon, mais il va quand même faire bon vivre à Lausanne. Ok. Ah ouais? Bah comment? Bon, j'imagine, il y aura plus de vélos, il y aura ça, et puis on imagine ensemble. Et à ce moment-là, on fait tout pour arriver au rêve qu'on aura fait ensemble, qu'on aura créé ensemble. Malgré, avec les catastrophes climatiques, voilà, peut-être moins d'essence, c'est aussi une opportunité pour déjà préserver le climat, le CO2, et puis retrouver du lien. Voilà, je pense à l'agroécologie, les maraîchers locaux, enfin voilà, en fait ça déverrouille et ça ouvre un nouveau monde, et c'est à nous de le créer, c'est aux jeunes de maintenant de recréer le monde qu'ils veulent faire, parce que l'ancien monde est en train de s'effondrer. Alors soit on s'effondre avec, et on dit tout est foutu, moi je veux pas vivre sans le monde qui est tel qu'il est, soit on le recrée. Pour le recréer, il va falloir s'organiser, il va falloir du courage. Et c'est maintenant. C'est maintenant, là, les jeunes, ils sont dans la rue. C'est pas les générations futures, c'est nous. On est peut-être la dernière génération. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Ça me fait penser à quelque chose. On a rencontré un humoriste qui s'appelle Yvan Richardet, qui a fait une pièce qui s'appelle L'émeute. Et il disait, en fait, parce qu'on lui demandait en fait la place de l'art, justement pour imaginer des nouveaux possibles. Toi, t'en penses quoi de... Ah c'est fondamental, l'art. Genre, on en parle depuis tout à l'heure, l'imaginaire, l'imagination, dessiner, imaginer des possibles. En fait, ce sont interdites les sciences sociales. Elles sont restées en sociologie sur des trucs très quantitatifs, des enquêtes, machin. Et par contre, les physiciens, par exemple, sont beaucoup plus décomplexés sur le fait de faire des expériences de pensée. Par exemple, un vaisseau qui voyage à la vitesse de la lumière, voilà. Ils n'ont pas le budget pour faire ça, qu'ils imaginent des choses. Et on peut faire la même chose en sociologie. Imaginons un monde où il n'y a plus de pétrole. Imaginons un monde où la démocratie est réelle. On n'a pas ces semblants de démocratie comme actuellement. Imaginons ça. Ok, et en fait, on a laissé la place aux romanciers. La science a laissé la place aux auteurs d'anticipation et de science-fiction. Et la science-fiction est vraiment un outil politique hyper puissant pour s'approprier, se dire si on fait ça, peut-être que c'est pas bon. Enfin, vraiment, on doit retrouver notre puissance d'imagination, parce que là, il y a une sorte de panne sèche sur les avenirs. Qu'est-ce qui nous attend? On ne sait pas, on n'a même pas les moyens d'imaginer quelque chose. Ça veut dire quoi aller au-delà de la démocratie? Ça veut dire quoi sans pétrole? Ça veut dire quoi? Tout ça, c'est un peu abstrait. En fait, il faut retourner dans le concret grâce à l'imagination. Mais ça se fait ensemble, c'est pas tout seul derrière son bureau. En fait, il faut recréer un récit commun. Si tu veux mettre tout le monde ensemble, tu dois créer une histoire commune pour mettre en mouvement dans le même sens. Et faire du récit commun, ça se fait entre autres grâce à l'art. Par rapport à tes recherches, ces 5 dernières années, 10 dernières années, est-ce que tu es plus optimiste qu'avant ou est-ce que tu es plus pessimiste qu'avant? En fait, on s'en fout. On a besoin des deux. On a besoin des optimistes et des pessimistes. Ce dont on a besoin, c'est du courage. Est-ce que toi, tu as plus de courage qu'avant Oui, et ce qui m'a donné du courage, c'est les enfants. J'ai 2 jeunes enfants, et maintenant qu'ils sont là, je me sens plus en responsabilité, plus engagé. Il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Ils ont plus peur, ils sont plus atterrés. Il y a des gens qui décident de ne pas faire d'enfants pour des raisons écologiques, ce que je comprends tout à fait. Voilà, chacun a son parcours, sa sensibilité, sa culture, ses envies, ses désirs. Moi, c'est ce qui m'a ancré.
Et toujours plus de courage quand je vois voilà, les jeunes se mobiliser, quand je vois à 15 ans une radicalité, je dirais, délicieuse. Pour moi, c'est vraiment du petit lait. Et ça me donne du courage. Ouais. Est-ce fonder une famille, quand on fait de la collapsologie, est-ce que c'est dur ou tu disais justement plutôt pas, du coup ça t'a Non, mais apporté ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Voilà. Il y a des gens, ils vont être fort impactés avec une tristesse, un désespoir profond. Alors c'est des phases, hein, on remonte après, ou pas. Enfin, ça crée, chez les militants, les activistes, il y a des burn-out, enfin, c'est vraiment dur. C'est pour ça qu'il faut rester soudé, il faut rester ensemble, il faut s'écouter, il faut prendre soin des autres. Parce que là, on est dans les tempêtes, si on ne prend pas soin les uns des autres, on va se faire emporter, on va se noyer. Donc c'est la seule manière de traverser ces tempêtes, les années qui viennent, les décennies qui viennent, c'est de s'entraider et de prendre soin les uns les autres. Et il y en a qui font ça voilà, en direction des enfants. Pour eux, la famille, c'est important. Il y en a qui préfèrent être seuls, ou en couple, ou en communauté autogérée dans un écolieu. Mais chacun a sa sensibilité, il n'y a pas de réponse unique à ça. En fait, ce qui compte, c'est d'être bien, d'être résilient, d'être dans un environnement affectif stable. C'est ça qui rend résilient, qui permet qu'on ne s'effondre pas intérieurement. Il y aura de la fatigue, et c'est là qu'il faudra se soutenir. Et puis il y aura de la radicalisation, et c'est normal, c'est logique. Donc il va falloir, on a besoin de tout le monde. Je pense ce qu'il faut éviter, c'est les cloisonnements, le retour dans les étiquettes, et puis de reséparer. Les extrêmes, ils seront toujours là, et il faut voir comment on accepte ça, parce que s'il y a des extrêmes, c'est qu'on a des extrêmes en nous. On a tous des extrêmes en nous, et parfois ils s'expriment, parfois pas. Donc moi, je trouve important de rassembler, et de tolérer au moins, si on n'est pas d'accord, de pratiquer ce qu'on appelle l'abstention amicale. Je suis pas d'accord avec toi, mais j'entends que tu fasses ça. Agree to disagree. Voilà. Puis avancer main dans la main, quoi. Mais bon, ça fait un peu bisounours de dire ça, mais c'est le seul moyen. On n'a pas le choix. Vive les bisounours.